Et bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass Comment s'aimer plus lorsqu'on n'est pas comme on aimerait être. C'est un réel plaisir de vous avoir ici. Aujourd'hui, on va passer une super prochaine heure ensemble. Je m'appelle Jennifer Picci pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis psychologue de formation, coach de vie certifié et hypnothérapeute. Je me suis spécialisée dans tout ce qui est le rapport avec notre inconscient, ces parties de nous qui sont plus subtiles. Et aujourd'hui, on va aborder cette fameux amour-propre. Et en fait, cet amour-propre, c'est aussi la relation que l'on a avec nous-mêmes et le rapport que l'on a avec soi-même. Comme vous le savez sûrement, peut soit nous porter, soit nous casser, nous retenir, nous bloquer. Trop souvent, on s'aime, mais que de manière conditionnelle. C'est le fameux je m'aime si et seulement si je me comporte d'une certaine manière, si je fais les choses bien. Je m'aime si et seulement si je ressemble peut-être à un idéal, que j'ai un certain poids, que je peux rentrer dans certains vêtements. Je m'aime si et seulement si je suis irréprochable, etc. Et ça, cet amour de soi conditionnel, n'est pas l'amour dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que l'amour de soi est non seulement notre droit, il est inhérent quand on est né avec ça, on l'avait déjà en nous, mais c'est aussi un besoin. Okay, l'amour propre, au grand sens, d'accord. L'amour avec un grand A, c'est non seulement un droit, mais un besoin. C'est grâce à lui que l'on peut agir en accord avec nous-mêmes, d'accord. C'est grâce à lui que l'on a un rapport, une relation avec les autres, avec la vie, qui est prospère, qui est périn, qui va nous porter, qui est sain, qui se fait dans un vrai respect. Le respect de soi envers les autres, de soi envers soi-même, et de qu'est-ce que j'accepte de la part des autres. L'amour propre, c'est ce qui nous permet aussi de prendre, de nous nourrir correctement, sur tous les plans. Me nourrir correctement émotionnellement, physiquement, mentalement aussi. Ça se transcrit aussi, l'amour propre, comme je l'ai un peu dit avant, dans notre capacité à dire non, à dire stop, à refuser ce qui n'est pas bon pour nous. C'est aussi ce qui nous fait grandir. Alors on entend souvent dans le développement personnel, l'adversité est ce qui nous pousse à grandir. Et d'une certaine manière, oui, c'est vrai. Quand on est face à des difficultés, la difficulté nous challenge, nous pousse à innover. Mais il y a la difficulté qui est saine, qui est nécessaire. Et ensuite, il y a ce qui nous tue à petit feu, ce qui nous empêche de grandir, ce qui nous empêche de croître, parce qu'à chaque fois que l'on commence à vivre, parce que tout ce qui vit grandit et croît, d'accord. Dès qu'on commence à avoir ça, eh bien, on se tape, on se coupe avec des phrases, avec des paroles, avec des interdits. Bref, vous l'aurez sûrement déjà compris, l'amour-propre est un sujet complexe. Il y a beaucoup de confusion autour de ce que c'est ou non. Et je vais faire de mon mieux ici, ok, pour vous transmettre des nuances et des clés qui, pour moi, ont été décisives dans cette relation que j'ai reconstruite avec moi-même à partir de mes 22 ans. Si vous ne connaissez pas, en deux, trois grandes lignes, la vie, pour moi, au tout début, elle a été assez complexe. J'ai fait face à pas mal d'adversités. Et ce qui a fait que sur des années, à un moment donné, j'ai juste pété un plomb. 16-17 ans, ça allait pas très fort, mais vers 20-21 ans, là, j'ai touché le fond et c'était ma nuit noire de l'âme, comme on l'appelle. Je me suis retrouvée face à un psychiatre. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus après. Et ça a été pour moi vraiment quelque chose de décisif, de salvateur. Ça a été une décision à un moment donné à l'intérieur que j'ai prise de dire, ok, maintenant, je vis. Et je vis pas selon mes propres termes, mes propres critères. Mais c'est pas aussi simple que ça, ok? Parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, surtout au niveau du mental. Tout ça, je vais vous en parler. Mais ici, en fait, vers les 22 ans, quand j'ai commencé à explorer ce concept d'amour-propre, parce que, bien entendu, quand on fait un travail sur nous-mêmes, à un moment donné, ce sujet-là, on peut plus l'éviter. Et ben, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de résistance de ma part. Peut-être même que vous aussi, vous avez des résistances similaires. On me parlait d'apprendre à m'aimer, mais
Et on me disait, ouais, bon, c'est important de s'accepter, etc. Mais à l'époque, en toute sincérité, ce qui était plus important pour moi, c'était ce que je faisais, ce que je devais accomplir. Je mesurais ma valeur propre à partir du faire, de l'actif. Alors j'ai naturellement un tempérament très actif, je suis aussi assez ambitieuse, j'aime bien faire les choses, etc. Mais à un moment donné, l'estime, toute la valeur que je m'attribuais était à travers mes actions. Et le problème, c'est que le concept de s'aimer, pour moi, le problème là, c'était que tout d'un coup, on me proposait de mais aime-toi tel que tu es là maintenant. Ça rentrait directement en compétition avec le concept de ce qui à l'époque était pour moi autorisé. C'est-à-dire, et peut-être que vous avez quelque chose de semblable à là, oui, je voulais bien m'aimer, d'accord, mais si et seulement si j'avais réussi à accomplir les choses que je devais accomplir, réussi à devenir la personne que j'estimais je devais devenir pour enfin correspondre, etc. Donc tout d'un coup, la proposition de dire non, mais en fait, tu n'as pas besoin de faire tout cela ou d'être tout cela, tout s'est construit pour avoir le droit de t'aimer, c'était quelque chose j'avais beaucoup de peine parce qu'il y avait encore cette impression que s'aimer soi-même, c'était pas un droit, c'était quelque chose qui se méritait. C'était quelque chose auquel on avait droit si et seulement si on avait tout bien fait. Vous comprenez un petit peu la structure? Ouais, je vois que ça fait déjà réagir pas mal. Donc, le concept de ça, c'était vraiment c'était tout un sujet en fait. L'amour-propre, c'était pour moi, et sûrement pour vous aussi, un truc de l'ordre presque de la récompense. Le truc auquel on a droit une fois qu'on a bien réussi. Pas le truc qui est un droit, c'est le truc auquel on y a droit si et seulement si. Comme s'il y a une notion de mérite. Il faut mériter de pouvoir s'aimer. C'est étrange hein, quand on le dit comme ça. Quand on le verbalise à voix haute, on se dit what? Et pourtant, la réalité intérieure, c'était ça. Et parfois encore, je suis toujours très sincère hein, dans les échanges très transparents. Parfois encore, il y a encore ce mécanisme-là qui s'active. Sauf qu'aujourd'hui, je sais comment l'accueillir et surtout le réguler et puis le transformer pour pas que ça me bouffe. Ouais, je vois déjà que vous commencez à ouais, ok, ouais, voilà. Donc, on est d'accord, chacun va avoir un peu sa version des choses, d'accord? Peut-être ça vous parle pas du tout et c'est très bien, chacun a son vécu et sa réalité. Mais pour les personnes avec qui ça résonne, c'est sûrement peut-être des choses que vous vivez maintenant. Euh, Cette tension de je veux bien m'aimer et m'accepter tel que je suis, si et seulement si je corresponds à tous mes critères. On est d'accord, tous ces critères, d'une certaine manière, on les a créés dans notre mental. On les a inventés, d'accord? Le mental, ce truc avec lequel voilà, on réfléchit, c'est pas que c'est pas tout notre être. On n'est pas qu'un mental, on est bien plus que ça. Mais on s'exprime beaucoup à travers le filtre de notre mental, d'accord? Le mental, vu qu'on est sur quelque chose de l'ordre de la pensée, de l'intellectuel, c'est quelque chose de très libre, c'est immatériel. Et puisque c'est immatériel, il n'y a pas les contraintes, on va dire, de l'espace, du temps et de nos capacités objectives du moment. Par exemple, notre fatigue, ou bien si on a d'autres responsabilités, ou si on a tellement de choses à faire. Le côté imaginaire du mental est totalement libre de tout ça. Et c'est pour ça que, en fait, notre mental pourra toujours imaginer, concocter une version de nous meilleure, une version de nous qui est plus performante, qui arrive à faire plus, mieux, plus rapidement. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que ce n'est pas parce qu'on arrive à l'imaginer que c'est ce qui est juste et bon pour nous, que c'est ce qui est finalement désirable. Ok? Toujours vérifier. C'est pas parce que j'imagine quelque chose, que je suis inspirée par une idée, que c'est ce qui est bon pour moi sur du long terme. Donc, il y avait cette notion première, l'amour-propre via ce que je fais, ce que je peux accomplir, le côté actif. Puis ensuite, il y a une deuxième notion qui est similaire. C'est celle
qui se ressent à travers qui l'on est. Mais là aussi, il y a souvent beaucoup de confusion. Parce qu'on confond être avec le paraître. Dans le paraître, il y a tout ce qui touche à notre physique, à l'image que l'on a, que l'on donne, que l'on a de soi et que l'on donne, et aussi de comment les autres nous perçoivent, l'image que les autres ont de nous. Et on pense que ça, c'est notre être. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je parle du paraître. Ce qui se passe sur le long terme, c'est qu'à force d'essayer de correspondre à cela, on va créer de la séparation à l'intérieur de nous. Ça, sur du long terme, ça va nous épuiser. Ça va soit nous rendre tristes ou bien en colère, soit on va entrer dans une forme d'impuissance. Dans un autre, on aura un petit peu cette énergie, on dit allez, 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 je réessaye, et peut-être que cette fois-ci, je vais enfin avoir l'autodiscipline pour y aller à fond, me forcer, et puis enfin réussir à changer, transformer ce que j'ai besoin de changer, transformer en moi pour enfin être digne, de ressentir à nouveau cet amour propre, inconditionnel envers moi. Parce que quand on est né digne, hein, d'accord? Quand on est né digne. On ose demander ce dont on a besoin. Ok. Soit on va rentrer là-dedans, ou bien on va se retrouver dans voilà, cette situation que bah, peut-être, ouais, on a fait tous les efforts, et puis même sur papier, on a réussi. On a tout. C'est bon, notre vie est OK factuellement, mais au fond de nous, au fond de vous, vous vous sentez vide. Vous n'êtes pas heureux, épanoui, léger. Il y a toujours cette tension. Alors, ici, quand je parle du côté léger, heureux, libre, épanoui, c'est c'est pas cette légèreté infantile, c'est pas ce côté ah puis finalement j'ai plus de responsabilité et là 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 là. Non, non. Ici, je parle de cette sensation que l'on peut vraiment avoir, et moi je l'ai au jour d'aujourd'hui, de hey, oui, j'ai des contraintes dans ma vie, j'ai des responsabilités, mais je me sens libre. Et la raison pour laquelle je me sens libre, malgré les contraintes, malgré les responsabilités, c'est que je les ai choisies. Et oui, j'ai de la chance d'avoir pu choisir ces contraintes parce que je vis dans des circonstances, dans un pays qui me permet d'être libre. Quelque chose me dit que si vous êtes en train de voir cette vidéo, vous aussi, vous êtes dans des circonstances similaires. Et c'est un processus, d'accord? C'est pas du jour au lendemain, j'ai pu vraiment avoir cette liberté où j'ai choisi, j'ai en premier décidé que c'était ça, vers ce vers quoi je devais aller, et ensuite je suis passée par les étapes pour m'offrir cette liberté, d'accord? Mais cette liberté qui, bien sûr, a des contraintes, parce que c'est ça la vie, et on les veut, ces contraintes, d'une certaine manière. Ce qui nous permet d'être actifs, de participer, d'être là en interaction avec les choses qui sont importantes pour nous, que ce soit des personnes, des projets. Puis peut-être que vous vous dites, ouais, mais alors là, même là, je je sais même pas ce qui est important pour moi. Et si c'est le cas, je vous comprends, j'ai été là, mais promis, il y a un truc, je fais juste une parenthèse, hein. Il y a un truc qui est sûr, c'est quand on pose des questions puissantes, qu'on se les pose et qu'on les pose mais de manière délibérée et constante et on les répète, les réponses viennent. Les réponses viennent. Mais lâchez pas la question. Parfois ça prend des jours, parfois ça prend des mois. Ok. Mais se poser des questions importantes force notre mental, notre inconscient à aller trouver les réponses, ou en tout cas se mettre en résonance avec les choses qui vont nous permettre de trouver notre réponse. Posez-vous toujours les questions importantes. Ok. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Posez-vous les questions qui vont vous permettre de découvrir cela. Tac. Alors, où j'en étais? Qu'est-ce que je parlais? Je parlais de quoi? Oui, si là je vous ai parlé un peu de l'amour-propre, de l'amour de manière très, très globale, très générale. Si on vient maintenant sur des choses plus concrètes, OK? Ce qui se passe lorsque on n'est pas dans cette relation d'amour inconditionnel avec nous-mêmes, et dont l'amour inconditionnel à nouveau, c'est pas quelque chose de puéril, hein. Parce que l'amour inconditionnel peut aussi être très ferme.
ok? C'est une couleur, hein? C'est une couleur, c'est une nuance. Je suis très dans les couleurs, très dans les textures, hein. Mais l'amour inconditionnel, c'est dire, ok, ok, je m'aime parce que fondamentalement, je crois que j'ai de la valeur, mais ça ne veut pas dire que des fois, j'ai pas mon mental qui va partir en sucette, soit rentrer dans du drame mental, soit rentrer dans la paresse, et où là, je vais pas avoir besoin d'avoir une main plus ferme avec cette partie-là de moi pour rester là, d'accord? C'est pas le oh, je m'aime inconditionnellement, puis si mon mental commence à imaginer des choses terribles et dramatiques et que ça crée de la détresse à l'intérieur de moi, je me dis ah, bah c'est comme ça, c'est l'expérience de ma vie, puis on laisse couler. Non, ok. L'amour inconditionnel, c'est pas permission, tu vois, c'est pas la permission à tout vivre, tout explorer et surtout, surtout quand ça nous fait du tort et que l'on sait que ce n'est pas nécessaire, d'accord? C'est pas parce qu'on peut expérimenter quelque chose qu'on est forcément obligé de l'expérimenter pour grandir, pour évoluer, ok? Aussi une nuance qui est pas mal importante et que j'ai appris celle-là à force de refuser de mettre certains cadres aussi. Parce que voilà, l'amour inconditionnel, il met aussi un cadre d'une certaine manière, ok? Inconditionnel, voilà, c'est pas genre tout est permis et hop hop hop. C'est wow, je sais aussi ce qui est bon et ce qui est juste pour moi. Et j'arrive à différencier peut-être une envie de ce dont j'ai vraiment besoin. Et à un moment donné, ça peut être aussi un acte, voilà, d'amour propre à nouveau, de pouvoir dire non à certaines choses. J'ai envie, ça me ferait plaisir de manger pendant 6 jours tout et n'importe quoi. Je sais au fond de moi que ça sera terrible pour moi, et parce que j'ai des intolérances, mais aussi parce on le sait, il y a certains aliments qui, en petite quantité, sont extra, en grosse quantité, moins. Et s'aimer, c'est aussi être capable de dire non à certaines choses, de refuser. Ok, je répète certaines choses. Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que quand on n'a pas justement ce contact, ce lien d'amour-propre avec nous qui est sain, qui est fort, eh ben, on ne met pas nos limites, justement, avec les autres. Souvent, c'est parce qu'on a peur de faire mal, on a peur de décevoir, ou bien on a peur qu'ils puissent nous en vouloir, qu'ils puissent nous critiquer. Et là, ce que l'on fait, ce que vous faites, peut-être certains d'entre vous, c'est vous optez pour l'approche de être le plus aimable possible, d'être le plus arrangeant possible, de surtout pas faire de vagues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette mécanique-là, il y a un peu cette partie de vous qui est construite par le mental, qui est en train de dire, bah, de toute manière, je suis tellement pas assez, pas adéquat, pas suffisant, vous mettez vos termes dedans, que le fait que les autres m'acceptent, se contentent de moi, je leur en suis redevable. Et ça justifie que leurs besoins, attentes et confort passent avant le mien, quitte à sacrifier. Alors, qu'il y ait certaines personnes dans votre vie qui sont plus importantes que vous, ouais, la seule, le seul créneau que je donne pour ça, ce sont vos enfants, ok? C'est tout. Et vos enfants jusqu'à un certain âge. Ok, on cadre. Bon, l'autre chose, c'est que vous êtes constamment en train de vous critiquer. Vous savez, cette voix continuellement insatisfaite, continuellement en train de pointer du doigt où vous avez manqué. Ouais. Que ce soit sur un plan physique, vous vous levez le matin par exemple, vous regardez, vous commencez à vous juger, vous qualifiez, vous vous notez, peut-être vous vous touchez, vous dites ah machin. Peut-être même que vous faites le yo avec votre poids depuis des années, d'accord? Bien que ce soit au niveau de tout, vous vous ressassez comment vous vous êtes comporté durant la journée, vous refaites le scénario, puis vous dites ah purée, mais là, mais machin, puis on se critique, et puis t'es trop bête, et puis voilà, on a des termes avec nous qui sont parfois très 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 intenses et très négatifs. Ok. Alors, nouveau, petite parenthèse, il ne s'agit pas de du coup basculer dans un positivisme toxique qui, en gros, vous y croyez pas parce que votre cerveau, vous allez pas pouvoir le bullshiter non plus, d'accord? Il ne s'agit pas ici de dire: «Ah bah, maintenant que tu vas te parler gentiment, puis qu'avec des mots vraiment merveilleux et super positifs, si c'est pas crédible et croyable pour vous, c'est pas crédible et croyable pour vous en ce moment». Ça veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir
transférer gentiment ça, mais c'est un processus, OK? Ce processus, on travaille beaucoup dans Unlocking You. Il y a une manière de faire qui respecte votre rythme pour que vous vous construisez à l'intérieur de manière solide et que c'est intégré, que c'est pas juste le: «Ah oui, maintenant j'ai compris le concept d'un point de vue mental, donc je vais essayer de l'appliquer». Je l'intègre pas dans mon corps. OK? Un autre truc, c'est que lorsque la vie fait que vous traversez une passe difficile, parce que c'est ça aussi la vie, et bien, quasi automatiquement, vous l'associez à vous et vous construisez une histoire de ça qui est en rapport avec et qui témoigne en fait à quel point vous n'êtes pas assez suffisant, trop faible, vous n'avez pas réussi, vous auriez pu anticiper quand même, OK? De manière générale, celle-là, des fois, elle est un peu wow. Lorsque vous pensez à vous, vous avez plutôt la liste de tout ce qui cloche, des problèmes à régler, de ce qui est inadéquat, plutôt que la liste de hey, en fait, il y a tout ça qui va, il y a tout ça que, purée, je fais, je mets en place, je fais des efforts, je me célèbre à travers ça, je m'encourage à travers ça. Ok? Là, il y a déjà une clé. Une manière de nourrir l'amour-propre, c'est de commencer à s'encourager, de faire alliance avec soi-même, avec toutes nos facettes, même celles que l'on préfère moins. Ok? Très important. Le jour où j'ai compris que je pouvais être ma meilleure alliée ou bien ma pire ennemie, tout d'un coup, je ne pouvais plus me dérober à cette part de responsabilité que, oui, mon mal-être était explicable par des facteurs extérieurs qui étaient en dehors de mon contrôle, que j'ai subis, oui, mais, et là il y a la nuance, c'est à moi maintenant de transformer cela, de changer, de transmuter, d'accord? C'est à moi. Et moi, je peux être ma meilleure amie, ma meilleure alliée, je peux m'encourager, me soutenir à travers ce processus, ou bien je peux continuer à me critiquer, me rabaisser, me dénigrer, me nier même ma propre connaissance. Je pense qu'on arrive tous à imaginer avec une certaine logique quelle stratégie va être la plus gagnante. D'accord? On arrive à le faire pour les autres, mais on arrive moins à le faire pour nous. Donc ici, vu que c'est à propos de nous et puis beaucoup avec comment on est en interaction avec les autres, j'aimerais qu'on fasse un premier exercice. Okay, vous allez vous poser, puis vous allez juste vous connecter à votre souffle. Inspirez, expirez, et encore. Ok, puis votre souffle, maintenant il va symboliser aussi à chaque inspiration, c'est tout ce que je prends, c'est tout ce que je m'offre, physiquement, mentalement, émotionnellement, ok? Et puis mon expiration, c'est aussi tout ce que je rends. C'est ce que je donne, ce sont mes efforts, c'est ma présence aux autres. Ok? Quand on est en amour propre, on est dans un équilibre avec le souffle. Je prends, je garde en moi, puis je donne. J'apprécie de prendre plus. Ok? Maintenant, on va faire ce que l'on fait symboliquement beaucoup. Vous allez prendre une inspiration normale, puis vous allez expirer le plus longtemps possible. Voilà. Mais maintenant, inspirons, on va inspirer que la moitié. Mais vous expirez autant qu'avant. Faites-le encore une fois. Moitié, expire autant qu'avant. Voilà, vous régulez. Maintenant, vous inspirez que le quart. Et vous donnez autant qu'avant. Et que le quart de nouveau. Et t'expires de nouveau autant qu'avant. Et encore. Bon, bref. On est d'accord, c'est difficile de garder ça sur du long terme. Alors bien sûr, on peut avoir toutes les stratégies.
je prends moins, mais je dois donner autant qu'avant, donc je réduis la quantité. Et après, je commence à juste prendre très peu pour moi, le strict nécessaire, parce que je mérite pas vraiment plus, d'accord? Mais je continue de donner autant en temps. Et je m'épuise, et je m'épuise, et je m'épuise, et je m'épuise. D'accord? La manière dont vous respirez indique énormément de choses de comment vous interagissez avec votre vie. Ok? Alors aujourd'hui, on va aller entrer dans ça, dans cet aspect plus subtil, l'amour-propre, de construire cette relation avec ça. Parce qu'il y a un truc qui est clair, on va pas réussir à s'aimer à travers un processus d'argumentation logique. C'est pas comme ça qu'on s'aime. C'est pas parce que tout d'un coup j'ai les déclics, j'ai la logique qui vient avec. Parce que je commence à l'expérimenter. Alors là, l'autre chose que j'aimerais que vous fassiez, là, posez juste à l'intérieur de vous, puis vous prenez, voilà, cette partie de vous qui aujourd'hui a dit, hey, va, écoute cette masterclass, revisionne-la si vous êtes en replay, et que vous êtes arrivé jusque-là, c'est qu'il y a une partie de vous qui a envie d'être là, qui a envie d'apprendre, qui veut vraiment en fait ça. Ok? J'aimerais que vous vous connectez à cette partie, même si elle est minuscule, même si elle est toute petite. Peut-être que c'est dans la zone de votre cœur, peut-être que c'est dans votre tête, votre gorge, ailleurs. Juste prenez contact avec cette partie de vous qui dit hey, malgré toutes les choses, les frustrations, la déception que je peux ressentir par rapport à moi-même, par rapport à ma vie, j'ai quand même envie que ça change. Je cherche, ok, cette partie-là. Faites honneur à ça. Vous la prenez, vous la mettez juste de côté. D'accord? On en parlera après de cette partie. Donc, aujourd'hui, si j'abordais les choses de manière très classique, je vous dirais comme quoi votre cerveau essaie de vous protéger, qu'il anticipe beaucoup de choses, que votre cerveau, en fait, sa mission à lui, c'est de vous maintenir en vie, d'éviter que vous souffriez un maximum. Donc, il va toujours chercher à se conformer, à ce que vous fassiez partie du groupe, pour que, ben, justement, vous puissiez vivre le plus longuement possible et bénéficier de la protection d'un groupe. Ok. Je vous dirais aussi, si j'aborde les choses de manière classique, qu'il y a des mécanismes que l'on fait qui vont continuer de nourrir le non-amour. Okay, je vous les donne quand même parce que à un moment donné, c'est important de les connaître et effectivement, on va travailler dessus, mais surtout, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste en fait. C'est une compréhension beaucoup plus large qui personnellement a été décisive pour moi pour prendre tous ces concepts que je comprenais intellectuellement et pouvoir les intégrer. D'accord? Bon, le premier mécanisme, c'est la comparaison. Ok, comparaison avec l'extérieur, avec les autres, mais aussi la comparaison de soi avec parfois une version idéalisée, voire fantasmée de qui on pourrait être si finalement on avait tout capté, tout compris, qu'on était irréprochable. Ok, ce mécanisme-là de comparaison, c'est pas le terreau le plus fertile pour grandir cet amour-propre et se renforcer là-dedans. Deuxième, c'est continuellement, on a déjà parlé, avoir peur du regard des autres, d'anticiper comment les autres vont me percevoir, comment est-ce qu'ils me perçoivent maintenant quand je dis ceci, quand je me comporte de cette manière. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Et donc je donne ma valeur propre à travers le feedback des autres. Alors bien entendu, c'est important de prendre le feedback des autres en considération quand on vit avec des gens, bien entendu. Mais il y a prendre en considération et ensuite les laisser décider à ma place. Et souvent, justement, notre cerveau, il est un petit peu tordu, ce que je dis toujours, hein, on a entre nos oreilles et derrière nos yeux l'instrument le plus puissant de la planète, et parfois il est profondément con. Notre cerveau, parfois, arrive à nous manipuler, à nous dire, mais finalement, le regard des personnes qui t'aiment n'est pas valide. Parce qu'ils vont te dire des choses, parce qu'ils t'aiment, ils ne te voient pas vraiment. L'amour rend aveugle. Non, c'est mieux de prendre en considération surtout le regard des personnes qui est sévère, qui ne t'aiment pas, qui te critiquent. Parce que là, au moins, c'est objectif. Ah oui, vous reconnaissez là-dedans? Alors, petite nuance, un regard qui est critique, sévère et rabaissant,
n'est pas objectif. Un regard objectif, il est factuel. Il est désaffecté, il n'y a pas d'affect. Je sais même pas si c'est un mot ce que je viens juste de dire, mais bon, vous avez compris. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion. Il y a, voilà, tu es, point. Mais il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de ah, tu es comme ça, puis ça c'est problématique parce que tu vois, et du coup je t'impose ma vision du monde quand on parle avec une personne, ok, qui nous critiquerait objectivement. En fait, elle est en train de critiquer à travers sa vision du monde. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. Donc ce n'est pas un regard objectif, si jamais. Naturellement, il y a le dialogue intérieur qui est pas bon, qui est vraiment rabaissant, un dialogue intérieur pourri. Ça, c'est un autre mécanisme. On arrive vite à l'imaginer. Ensuite, deux dernières choses. Celui-là, il fait souvent bouger. C'est le refus d'accepter notre propre imperfection. Parce qu'il y a cette clause, parce qu'il y a ce danger de si, là maintenant, j'accepte, j'intègre. En fait, je suis imparfait, imparfaite. Je suis reprochable sur certaines choses. Wow. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Une des choses, c'est une impression de capituler. On se dit, ben, si j'accepte enfin que finalement je suis vraiment pas quelqu'un de parfait, parce qu'on peut l'accepter intellectuellement, hein. Souvent même vous vous le dites. Oh ouais, mais je sais qu'on n'est pas parfait, il n'y a personne qui est parfait, mais au fond de vous, vous croyez encore que c'est possible de régler le truc. Au fond de vous, vous dites encore, avec un petit peu plus d'effort, avec un peu plus de discipline, si je me force à aller, hop, je vais pouvoir changer, enfin, let's go. Non. Là, l'invitation, c'est d'accepter totalement et intégralement que vous êtes imparfait, reprochable, et que quand même vous avez de la valeur, et que quand même c'est possible pour vous d'apporter quelque chose, de créer, et que ça en vaut la peine. Et que même on peut vous célébrer. Ouf. Il y a un truc qui est très important. Quand on est dans cette recherche d'être irréprochable, en fait, on se contente à vivre et avoir une expérience de la vie qui est très limitée. Elle est extrêmement limitée. Et c'est celle qui est juste à travers le filtre de qui je dois être, ce que je dois faire pour, voilà, être irréprochable. Mais la vie, elle est organique. La vie, elle est chaotique. Ok? La vie, elle s'expérimente, elle a des contrastes, elle a des saveurs, il y a plein de choses. Et ça crée de l'excitation. Et ça crée de la joie de vivre. Ça crée aussi parfois de la souffrance. Ok? Oui. Mais si vous êtes en train de vivre tout ça, vous êtes déjà en train de vivre une vie qui a pas mal de souffrance, d'accord? Donc, l'invitation ici, c'est d'explorer, tiens, si je lâche finalement le concept même que la vie, c'est à propos de ça, de se rendre irréprochable et parfait, de continuellement travailler sur soi pour espérer enfin corriger les plus gros défauts que l'on a, pour enfin avoir à nouveau le droit de s'aimer, de se sentir digne d'amour propre. Tiens, si je lâche ça, la vie, elle devient quoi pour moi? Et personnellement, quand j'ai commencé à explorer ça, j'ai commencé à sourire, mais d'un sourire intérieur en fait. Et c'était mon sourire. C'était pas le sourire de l'ego, du mental qui est là, ah voilà, quoi, tu dois ressembler, etc. Non, c'était personnel, c'était à moi. Ok. Donc voilà. Finalement, cinquième mécanisme, c'est quand votre entourage n'est pas bon pour vous. Vous avez un entourage qui vous tire vers le bas. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant, il faut devenir intolérant avec chaque personne, et puis dès qu'il y a une personne qui vous pèse un petit peu, ou vous draine un petit peu, ah bah non, c'est un entourage de merde, c'est pas bon pour mon amour propre, et tac, je rejette directement. On parle pas de ça, d'accord? Il y a quand même une certaine tolérance, hein. Mais il y a des situations, il y a des dynamiques, il y a des relations qui ne sont juste pas bonnes pour vous, qui vous appauvrissent, qui prennent plus qu'elles donnent. Il peut y avoir aussi des relations qui sont ambivalentes.
d'accord? Vous pouvez reconnaître qu'il y a des choses qui vont vraiment pas, qui vous drainent, et en même temps, vous êtes là, ouais, mais ça m'apporte tellement de choses aussi, et je m'imagine pas vivre ma vie sans cette personne ou sans ces relations-là, mais elles sont compliquées. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là, euh, je vous comprends vraiment à 100%. C'est complexe en fait à naviguer, mais ça se navigue, ça peut se transformer, ça peut évoluer, parce que même les relations en fait elles sont organiques. Des fois elles sont saines, des fois elles tombent malades, d'accord? Des fois elles s'affaiblissent, des fois elles se renforcent. Donc les relations, il n'y a rien qui est fixe en fait, et on peut toujours les apporter quelque chose, voilà. Ok, alors bon, c'est pas le sujet, mais si jamais, enfin vraiment tout ce qui est en rapport avec connexion, relation, c'est pour ça que dans Unlocking You, on a littéralement un mois, on ne fait que ça, ok? Parce que les relations sont si importantes, hein. Il y a enfin, je pense, l'étude qui est la plus connue pour ça, qui est la plus célèbre, de celle de Harvard, sur qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux. Le facteur le plus déterminant qui fait que les gens sont heureux, vivent le plus longtemps, c'est la qualité de leurs relations. C'est hyper important, la qualité de nos relations. Ok? Mais parfois, pour plein de mécanismes différents, on refuse de lâcher certaines relations, de lâcher certaines personnes, de mettre de la distance, de se désolidariser, parce que voilà, c'est important d'être loyal, ça se fait pas, etc., etc., etc. Alors que à un moment donné, si les relations, elles vous drainent trop et qu'il s'agit de votre bien-être physique, mental, émotionnel, ou bien le confort émotionnel des autres qui continuent de finalement juste prendre sans jamais donner et en avoir quelque chose à faire de comment vous allez réellement, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à mettre en place. Ok. Pour moi, ça a été le plus dur. Ça a été vraiment le plus dur, mais étrangement, ça a aussi été le déclic. C'est que c'est à travers un entourage qui était trop toxique que j'ai eu ce déclic de wow, maintenant il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change, parce que si ça ne change pas, je suis pas sûre que je vais avoir envie d'être là à la suite. Ok? À nouveau, hein, j'ai eu des phases très noires dans ma vie, mais maintenant, ça fait un moment que c'est passé, et waouh, le chemin peu importe où vous êtes, je sais pas où vous en êtes, hein, dans votre processus, mais peu importe où vous êtes, continuez, mettez en place, mais soutenez-vous à travers, et vous verrez que les choses, elles tournent, elles changent, et c'est assez fantastique. Bon, ces 5 mécanismes, on est d'accord, ça fait du sens que l'on va travailler dessus, il y a une certaine logique. Mais personnellement, et peut-être c'est ça aussi pour vous, à une époque, ben, il me manquait une pièce en fait, parce que le mental, il créait beaucoup de résistance. Et puis sûrement aussi que vous pouvez remarquer de la résistance qui peut se manifester en fait. Principalement, on se manifeste souvent à travers de l'argumentation. Donc on vous présente certains trucs et puis hop, tadada, il y a la contre-attaque, l'argumentation, le refus, les ouais mais c'est pas si simple que ça. Ouais ok, je connais déjà tout ça, j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Bien, peut y avoir aussi en résistance des peurs, des appréhensions. Si j'arrête ces mécanismes de comparaison, par exemple, mon niveau ne va faire que s'abaisser, parce que je vais plus avoir en vue voilà, ce qui se passe pour les autres. Du coup, je vais être encore moins bien. Si j'arrête de me préoccuper du regard des autres, je vais devenir peut-être une personne horrible, ou bien je ne vais pas pouvoir anticiper, voilà, que je fais du mal, ou qu'on est en train de m'attaquer, me critiquer, et du coup me défendre. Euh, tout ça, on est d'accord, c'est normal. C'est normal d'avoir ces mécanismes de défense. C'est normal que votre mental, voilà, il dise non, parce qu'il a besoin de créer une certaine structure, une certaine cohérence. Si ça fait 10, 20, 30 ans que vous croyez tout ça, et qu'aujourd'hui j'arrive pour peut-être la 10e fois vous redire des choses que vous avez déjà entendues, c'est normal que vous allez rejeter. C'est insécurisant, d'accord? Et pourtant, c'est là qu'il y a quelque chose de plus qui doit se mettre en place. Du coup, je vais vous partager une histoire. Vous allez l'imaginer pour vous. Ok. À la fin de cette masterclass, il y a quelqu'un qui va sonner à votre porte. Et vous l'imaginez. Il se présente, un monsieur se dit bonjour, je m'appelle telle, je travaille pour telle et telle. C'est une personne qui est très riche. Malheureusement, elle est paralysée des jambes et elle ne peut plus utiliser ses jambes.
Pourtant, il y a un traitement qui lui permettrait de retrouver, en fait, cette mobilité. Mais pour ça, elle a besoin d'un don. Elle a besoin d'un don de nerfs et on voulait savoir si vous seriez d'accord, vous, de faire ce don-là. En échange, on s'occupera de tout. On va vous on va vous faire, on va vous donner un appartement ou une maison qui est totalement adaptée à à vos nouveaux besoins et qui est au top au niveau technologie. Vous serez on prendra soin de vous à vie, OK? Il y aura pas de charge là-dessus et puis, aussi on va vous donner 1 million, d'accord? 1 million que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui c'est qui dit oui ici? Personne. OK. Non, allez, on fait une contre-offre. Écoutez, voilà, bon, ben, écoutez, 3 millions. Quelqu'un? Oui. 3 millions, puis un super voyage autour du monde, avant. D'accord? Vous faites un voyage autour du monde, vous revenez, hop, vous faites l'opération, voilà, vous avez vécu tout. Personne toujours? Bon, on commence à augmenter le prix, 15 millions. Et un voyage par année. Toujours pas. La personne commence à se frustrer avec vous, il dit, ouais, bah, écoutez, c'est quoi votre prix? Là, généralement, on se dit, mais il n'y a pas de prix. Non, non, ok. Connectez-vous à cette partie-là maintenant. Cette partie qui dit non. Non, 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 moi, je vends pas ça. Cette partie-là de vous, c'est une partie inhérente que vous avez depuis toujours et qui sait que votre corps a une valeur qui est inestimable. C'est votre corps. On ne peut pas estimer la valeur de ça. Alors cette partie-là, vous allez maintenant la mettre aussi à côté de cette autre partie qu'on a fait au tout début de la masterclass, ok, qui était là de pourquoi je suis là. Oui, laissez juste se mettre ensemble. Ok, on déconstruit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, vous êtes rentré en fait en résonance avec d'autres aspects, d'autres facettes de vous. Ok? On se définit à travers notre mental. Et comme je l'ai dit au début, on n'est pas que notre mental. Pourtant, c'est notre mental qui construit toutes ces conditions, qui justifient ou non notre droit de ressentir de l'amour-propre, de la dignité, du respect pour nous-mêmes. La clé, c'est de comprendre que votre mental essaye du mieux qu'il peut de tout faire pour votre plus grand bien, mais que parfois, il se trompe, il se loupe, parce que combien même c'est très puissant, ça peut être très con aussi, d'accord? Et il y a cette autre partie de vous qui est là, qui sait de manière inhérente, qui peut-être attend que, ah ouais, vous avez une valeur qui est inestimable. Et vous avez envie de vous sentir bien avec vous-même. La clé ici, c'est de lui laisser un peu plus de place. Comment est-ce qu'on lui laisse un petit peu plus de place? Okay? Parce que le mental, il va toujours être là, il va toujours être actif. Vous allez toujours l'utiliser, votre mental. Le jour où vous n'avez plus de mental, d'accord, si vous avez atteint un seuil d'éveil, samadhi, vous êtes illuminé, vous n'êtes même plus humain, d'accord? Vous serez une légende. Et s'il y a quelqu'un ici qui va devenir une légende, yes, super. Mais pour l'instant, pour le reste, le commun, oui, on va devoir apprendre à travailler avec notre mental différemment. Mais on travaille à partir de ces parties-là qui sont là. Wow, je vaux la peine en fait. Je vaux la peine. Ouais, parce que je suis imparfait. Ouais, ok, ok, mais je vaux la peine. Ok? Moi, mes jambes, je vais pas les vendre. Tac. Donc, pour ça, je vais vous donner deux autres choses que vous pouvez vraiment mettre en pratique maintenant. Maintenant, vous commencez à comprendre ça. Cette relation qui saute partie de soi, elle se construit, elle se nourrit sur des semaines, des mois, des années. Elle se nourrit continuellement, en fait. En toute transparence, c'est un travail continu, mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est sain. Parce que plus moi, je suis saine avec moi-même, plus ensuite, je suis saine avec les autres aussi. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Mais
La première nuance que je vais vous apporter, c'est justement ajuster votre vocabulaire. On parlait avant de ce dialogue intérieur, j'ai aussi dit que ben, juste dire des choses positives pour dire des choses positives, ben, ça va pas fonctionner, notre cerveau il va bugger, d'accord? Parce qu'il est là, ben, si j'y crois pas, j'y crois pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas ajuster certaines parties de notre vocabulaire. Ce que je me dis avec mon mental, mon corps l'entend. Comme je vis avec mon corps va vouloir quand même maintenir une cohérence avec, enfin, toutes les parties de moi, mon corps étant aussi une partie à part entière, vont vouloir maintenir une cohérence. Donc si je commence à dire certaines choses, hop, je crée, je force une certaine cohérence. Donc le mot, le terme, comment je me parle est très important. La nuance ici, c'est de remplacer le j'aime pas ça, je m'aime pas, machin, ou avec du j'apprécie moins. Il y a aimer et apprécier, deux choses différentes. Je peux, par exemple, aimer un membre de ma famille, mais pas apprécier sa manière d'agir. Ok? Ça peut être ça aussi pour moi. Je m'aime, mais il y a des choses que j'apprécie moins. J'aime pas mon ventre devient la zone de mon ventre n'est pas celle que je préfère. J'aime pas ma voix quand je parle. La tonalité de ma voix n'est pas celle que j'apprécie le plus de toutes les tonalités de voix possibles. Très différent. Le rapport que l'on crée avec soi-même est très différent à partir de ça, d'accord? On change le vocabulaire. Ça nous permet aussi d'éviter de nous généraliser. J'aime pas ça à propos de moi, votre corps, il entend, bah, vous vous aimez pas. Il dit, wow. Alors quand vous dites, ah, j'apprécie pas ça, c'est pas ce que je préfère, ok, ok, c'est une nuance, c'est une opinion. Tac. Puis, deuxième clé, vous devenez ultra spécifique. Au lieu de dire, je suis bête, ah, mais je suis trop bête, mais je suis quelqu'un de bête, vous allez être vraiment spécifique. Ouais, j'ai de la peine avec l'organisation. Pas que vous êtes bête, c'est que tout ce qui est en organisation, c'est pas le truc où vous êtes le plus facile. C'est pas ce qui est le plus facile pour vous, pardon. Peut-être que vous êtes plus logique. Ok? Spécifier. Toujours spécifier. J'aime pas mon corps. Ok, t'aimes pas quoi spécifiquement? Ok, vous énumérez. Puis ensuite, après, vous pouvez aussi, si on prend le corps par exemple, on peut ensuite aussi entrer dans ben, votre corps, mis à part une enveloppe physique, qui est du coup dans le paraître. Qu'est-ce que c'est d'autre en termes de fonction? Qu'est-ce qui fait d'autre de plus incroyable, de merveilleux? C'est assez incroyable encore, quand même. Ok? Parfois, c'est juste de se donner ces ouvertures-là. Je spécifie, voilà, je reconnais, ben, ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est pas quelque chose que je préfère chez moi, mais quand même, je peux reconnaître dans la globalité tout ce que c'est et avoir de la reconnaissance aussi. Si vous arrivez à réfléchir, ouais, peut-être qu'il y a des choses, c'est pas le plus évident, le plus simple, c'est pas la logique qui est la plus palpable pour vous, mais le fait même que vous sachiez réfléchir, que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez avoir accès à vos cognitions, c'est incroyable. Ok? Donc c'est aussi reconnaître ce qui est beau, ce qui est merveilleux dans toute son imperfection. Voilà. Ok? Donc vraiment, deux clés très importantes. Je commence à nuancer aimer avec apprécier et je deviens ultra spécifique. Et ensuite, je me lie à ces parties de moi parce que comme je l'ai dit avant et je le répète parce que c'est juste important, à s'aimer et s'accepter tel qu'on est, c'est pas quelque chose que qu'on va réussir à faire on est en train de se convaincre. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est pas un processus mental. Au contraire, parce que mon mental, c'est quelque chose qui a été créé. Le sens, le concept de moi, c'est quelque chose qui a été créé dans notre enfance, d'accord? C'est pas qui on est, c'est pas cette partie inhérente, ce truc à l'essence, essentiel. Right? Gardez bien, bien, voilà, ça, laissez infuser. Si maintenant vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez prendre ça et aller plus loin, puis que vous aimez un petit peu, voilà, comment ça s'est passé dans cette masterclass, venez faire Unlocking You, ok? C'est des webinaires comme ça que l'on fait 1 à 2 fois par semaine, le soir,
à 19h45. C'est un programme qui dure 4 mois minimum parce qu'on va travailler sur chaque pilier. Je vous en ai déjà un petit peu parlé avant, mais il y a le pilier du mindset, tout ce qui a à voir avec justement gérer son mental, tout ce qui a à voir avec les émotions, accueil et régulation des émotions, action-réaction, comment j'agis, comment je crée de nouvelles habitudes, etc. Et puis relation, connexion. Ensuite, il y a des modules spécifiques parce que voilà, des fois, on va appuyer genre juste sur un truc bien particulier et foncer là-dedans. Mais l'idée d'un Unlocking You, c'est la psychoéducation, ok? C'est de vous donner les bases vraiment solides pour que vous appreniez à vous connaître, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est réellement important pour vous, quels sont vos vrais besoins, vos valeurs, ok? On clarifie tout ça puis ensuite, quelles sont des stratégies pour vous accompagner tout au long de votre journée, de votre vie même. D'accord? C'est des outils que vous utiliserez à vie et qui font partie de l'hygiène mentale, l'hygiène émotionnelle, tellement important. Ok. Comme je dis, plus on est bien avec soi-même, plus on a une bonne hygiène mentale, une bonne hygiène émotionnelle, plus on est pertinent, plus on est percutant, plus on arrive à déjà vivre la vie en l'appréciant, en la savourant, mais aussi à être dans notre vie la personne que l'on sait au fond que l'on doit être et que l'on est. Ok. Trop souvent, on est dans dans ce truc du paraître, c'est très subtil. Ok. Voilà. Et Unlocking You, c'est fait vraiment pour accompagner les personnes qui sont occupées, quoi, qui ont des responsabilités, qui ont plein de choses. Donc c'est pour ça que tout est sur le téléphone aussi. Donc vous avez une application, vous avez les cours en audio pour voilà, faire les choses. Si vous ne pouvez pas être là pendant un webinaire, il y a un replay qui est mis en audio que vous pouvez écouter. Donc en gros, ça remplace le podcast, parce que je sais que beaucoup de vous me connaissez à travers le podcast. Et puis voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire, me contacter directement, on en parle, voir si c'est si déjà ça vous correspond, que ce serait le bon truc pour vous. Il n'y a pas besoin d'avoir un objectif spécifique de vie, etc. Il n'y a pas besoin d'être prêt. Enfin voilà, c'est juste si vous ressentez à l'intérieur l'appel de développer quelque chose, une relation avec vous qui est saine, qui est puissante, qui est solide, et de faire ce voyage intérieur, ben venez, parce que ce voyage intérieur, promis, c'est le plus important de votre vie. Et voilà, je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Je vous souhaite une superbe fin d'après-midi. Et puis, ouais, à tout bientôt.